On a parlé porc, on a parlé bovin, on arrive maintenant aux animaux de compagnie et j'ai demandé à Thierry Poit, qui était déjà là l'année dernière, qui a fait l'édition 2017 avec nous et qui nous avait présenté ces solutions. J'ai demandé à Thierry et à Aurélie, qu'on présentera tout à l'heure, de venir nous parler des résultats qu'ils ont obtenus avec des solutions de monitoring, des solutions connectées chez les animaux de compagnie. Et il nous a semblé intéressant, après avoir présenté tous ces objets, après avoir parlé de la data, d'arriver, comme je vous le disais, à du concret et d'arriver aujourd'hui avec des résultats concrets obtenus grâce à l'intégration de ces outils de monitoring à la pratique vétérinaire. Et c'est de ça dont on va parler, Thierry, et je vais commencer par toi. Si tu veux bien, Thierry. Donc, au nom de Cap Douleur, tu as développé toute une batterie d'outils et c'est de ça dont on va parler qui te permettent de compléter ton examen clinique. Et j'aimerais que tu nous dises en pratique, au quotidien, comment tu t'en sers en particulier dans la gestion de la douleur. Alors déjà en préambule, je vais, par rapport à la présentation de François, je vais vous dire que je ne suis absolument pas dans les big data, je suis dans les small data. Je ne suis pas dans l'intelligence artificielle, j'essaie de modestement faire de l'intelligence collective vétérinaire. Et je ne suis pas isolé parce qu'on est à ce jour dans notre réseau près de 880 vétérinaires. Donc pardon pour la modestie de l'ambition, mais on a au moins l'avantage d'être dans le concret, avec déjà aussi 3 questions qu'on s'est posées. Comment on allait récolter les datas, comment on allait les interpréter et comment on allait les partager. Alors, pour nous, les data, certes, ce sont des objets connectés, mais ce n'est pas que ça, surtout dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la douleur. Et je vous l'expliquerai un petit peu après. Donc, pour nous, les données, on les récupère en faisant des enquêtes. Et l'intérêt d'un réseau actif, c'est que vous avez d'excellents retours, puisque les gens sont des acteurs de ce réseau. Et donc, on a fait un certain nombre d'enquêtes sur le lien homme-animal. On fait des enquêtes de pratique de prescription, très répandues dans la médecine humaine. Et en veto, il faut absolument que ça se développe. Et puis, on a une web application qui s'appelle Dolodog et qui nous permet d'évaluer la douleur chronique, notamment la douleur arthrosique. Et à ce jour, on avoisine à peu près les 1000 Dolodog. C'est inédit et il n'y a aucune autre grille validée qui peut revendiquer de tels chiffres. On est toujours en attente d'un collier connecté parce qu'au niveau de la douleur chronique, moi j'ai des exigences d'autonomie. Parce que j'ai testé auprès des propriétaires, ils ne sont pas du tout d'accord pour recharger un collier tous les 4 jours pendant 6 mois. Et moi, ce qui m'intéresse, notamment j'ai un projet avec les CCI de La Rochelle, c'est l'amélioration de la douleur par les biothérapies. Donc biothérapie, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui est plasma riche en plaquettes, les anticorps monoclonaux, les cellules souches. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est semaine 25 par rapport à semaine 18, et ce n'est pas J1, J2. Et puis enfin, les données, ça va être aussi, parce qu'on est en train, au-delà de notre réseau, de monter des unités d'évaluation et traitement de la douleur. Et on a un partenariat avec Advesia où il va y avoir la première unité d'évaluation et traitement de la douleur. Et vous comprenez bien que ça va être aussi un lieu d'observation clinique. Donc, au niveau de la récolte des datas, on en est là. Ensuite, comment on va faire pour interpréter? Eh bien, au niveau du réseau Cap Douleur, on a une équipe qui est transdisciplinaire. Donc on a un partenariat fort avec non seulement l'Institut Analgesia, avec le professeur Échalier, qui est professeur de pharmacologie clinique. Il y a également Guy Simonet, qui est un chercheur qui a découvert, en fait, qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes de sensibilisation à la douleur, notamment l'hyperalgésie aux opioïdes. Et puis enfin, on a Jean-Pierre Pignon, qui est biostatisticien et qui est responsable de l'unité de recherche en méta-analyse à Paris, dans une université. On a un directoire où j'ai la chance d'avoir été rejoint par Lucas Zilberstein et Charlie Pignon. Et puis on a toute une équipe de spécialistes qui ont pour rôle de jeter des regards croisés entre leur spécialité et notre expertise douleur. Et puis on va également avoir des domaines qui ont été insuffisamment explorés, notamment tout ce qui est douleur et cancérologie, douleur et neurologie, douleur et dermatologie, douleur et dentisterie, et c'est vrai que notre première unité vétérinaire d'évaluation et de traitement de la douleur, ça va être un lieu privilégié. La troisième étape, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça?
Moi, je pense que c'est intéressant pour améliorer déjà la connaissance de l'arthrose, de la douleur chronique. Il y a beaucoup d'insuffisances encore maintenant. Je pense que ça va avoir également des effets sur une approche phénotypique. Une approche phénotypique, ça nous permet de faire des sous-catégories cliniques. Et en fait, c'est la première marche vers la médecine prédictive et la médecine personnalisée. Parce qu'on fait des sous-catégories beaucoup plus homogènes. Et plutôt que de traiter tout le monde de façon standardisée, on va adapter nos traitements et on va donc être beaucoup plus pertinent. Ensuite, ça va nous permettre d'évaluer les potentialités, par exemple, des biothérapies. Et pour cela, on compte sur la réactivité de notre réseau, qui est né le 16 mai 2016 et qui, à ce jour, compte 250 cliniques avec 880 vétérinaires. On connaît l'importance des données, on sait aussi que ça ne peut pas se limiter au territoire national. Donc on a déjà tissé des relations étroites avec le Québec, la Belgique et l'Italie pour internationaliser ce réseau et donc multiplier les données. Ce que je voudrais dire, ça me tient à cœur et je pense que ça va réjouir notre vice-président de l'Ordre, c'est que pour moi, je pense qu'il faut absolument que le vétérinaire soit au cœur de cette expertise en e-santé animale. Parce que le sujet dont je m'occupe, la douleur, ça ne peut pas se traiter uniquement avec des algorithmes. Parce que la douleur, ce n'est pas une suite de 0 et de 1, ce n'est pas du plus ou du moins, ce n'est pas du blanc ou du noir, il y a des nuances de gris et il n'y a qu'un seul professionnel de la santé qui peut aborder ces nuances, c'est le vétérinaire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et c'est tout le but de nos formations cas de douleur, c'est de dire qu'il y a des potentialités inouïes avec les objets connectés, avec ces web applications, mais que ça ne pourra être exploité au mieux que si c'est confronté à de la médecine narrative. Alors là, ça peut peut-être vous faire sourire, mais la médecine narrative, c'est une compétence qu'on peut avoir à partir du moment où on sait interpréter des récits, et puis à partir du moment où on conforte l'examen clinique. Voilà. Donc la douleur, quand on connaît bien ce que c'est, avec cette porte d'entrée corticale, qui est sensoridiscriminative, qui est très précise, mais quand vous savez aussi qu'il y a aussitôt une coloration émotionnelle qui est complètement subjective, eh bien, ça veut dire, la boucle est bouclée, ça veut dire que vous ne pourrez jamais définir de la douleur avec des algorithmes. Par contre, bien sûr qu'il ne faut pas s'en priver. On a vu tout à l'heure aussi avec les guêtres la détection de boiterie, ça existe aussi en canine avec les tapis de marche. Mais là, vous n'êtes que dans une évaluation fonctionnelle de la douleur, vous n'êtes pas dans une évaluation comportementale. Et quand on sait que la douleur chronique s'accompagne toujours de modifications du comportement, que ce soit de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, eh bien ça, c'est que un travail commun entre le propriétaire et le vétérinaire avec son expertise qui va pouvoir l'exploiter. Donc voilà, je pensais que c'était important parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du vétérinaire praticien tout au long de cette journée. On a parlé de train en marche. Voilà, on a l'impression qu'on est dans le train. Certains disent qu'on va trop vite. On est peut-être dans un TGV, parce que le temps ordinal n'est pas le temps technologique, ou le temps de certains électrons libres. J'ai bien compris ça. Mais d'un autre côté, il faut qu'on avance, et il ne faut pas qu'on subisse les mêmes risques qu'en exercice rural, où les vétérinaires vont avoir du mal à rattraper ce retard. Donc je suis très optimiste pour le développement de la e-santé en ce qui concerne les praticiens canins. Encore faut-il qu'il y ait des solutions fiables, ergonomiques et d'apprentissage facile pour les vétérinaires. Merci beaucoup Thierry. Moi j'ai tout de suite deux questions. La première, c'est j'aimerais savoir comment réagissent les propriétaires lorsqu'on leur propose cette approche qui est en fait ce que j'appelle une approche multicanale, hein, avec un examen traditionnel, un examen clinique en cabinet, ce qu'ils ont l'habitude de voir. Lorsqu'on leur propose en plus une application et éventuellement un tracker d'activité. Comment réagissent les propriétaires? Est-ce que ça prend du temps de leur expliquer? Si oui, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'il faut les convaincre? Ou est-ce que face à toi, tu as des gens qui sont convaincus parce qu'ils sont prêts à faire des efforts pour leur animal? Ils sont prêts à faire des efforts si on ne commence pas à parler technologie et qu'on reste sur le terrain de la sensibilité, le terrain de l'empathie. Voilà, donc il y a d'abord une démarche de relation client, de qualité, d'alliance thérapeutique, d'éducation thérapeutique. Et puis, dans un deuxième temps, bon, vous savez que sur l'IDRE, donc on a cette spécificité au niveau de traitement de la douleur. On a énormément de gens qui sont prêts à nous suivre, mais c'est dans une continuité. Et moi, je fais le pari de cette complémentarité. Ça ne peut pas le remplacer. Par contre, ça peut être extrêmement utile. Mais on ne peut pas tout substituer. Alors tout à l'heure, c'était, je ne sais plus toi qui parlais de risque de déshumanisation, c'est ce que pointent les gens. Mais nous, c'est même pas un problème de déshumanisation, c'est que le sujet ne s'y prête pas.
Le sujet ne s'y prête pas parce qu'on est dans le domaine de la douleur, avec un impact fort, parce qu'on est sur le bien-être, etc. Et donc la e-santé, c'est extrêmement profitable pour notre exercice, mais je pense que ça sera un fiasco si il n'y a pas ce lien fort avec le vétérinaire. Et du côté, seconde question, du côté des 800 vétérinaires, 880 vétérinaires avec lesquels tu travailles, est-ce que ces concepts d'approche multicanale, hein, d'approche complémentaire passent bien et tu vois ça comment en fait je pense que tu vas beaucoup sur le terrain, tu les rencontres, tu animes un certain nombre de réunions en ce moment. Je pense que tu peux témoigner. C'est un peu la même chose avec les formations. Il ne faut pas croire qu'un réseau, ça arrive comme ça par hasard. Il y a forcément un énorme travail sur le terrain. Et depuis qu'on a commencé ça, on a rencontré 1200 vétos. Et ce n'est pas des groupes de 200 vétos, c'est des groupes de 10-12. Donc il faut un travail de terrain. Après, c'est facile quand vous êtes sur un réseau parce que les gens sont des acteurs de ce réseau. Donc on a tout un système de veille, ils reçoivent des newsletters, ils sont au courant. Et donc, ça me paraît facile. Je crois qu'on a franchi la première marche qui était la plus difficile. Parce que là, la marche qu'on a franchie, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire dire à des gens dont la sensibilité, c'était plutôt de travailler chacun dans son coin, de dire on va partager et on va mettre en commun nos expériences. Et je trouve qu'il y a un véritable changement d'état d'esprit où on n'a plus de rétention d'informations. Et on a au contraire un partage d'expériences, que ce soit les acupuncteurs, les phytothérapeutes, les ostéopathes. Et ça, c'est très réjouissant. Et je crois à une réelle motivation sur le terrain, vraiment. Et derrière, question complémentaire, il y a un business model, il y a quelque chose, il y a une facturation, comment tout ça est... Alors, quand je rencontre les gens extérieurs au monde vétérinaire, ils ne comprennent pas le business model. Ils disent, mais comment tu peux t'en sortir ? Ben voilà, je pose la question. Alors, moi, j'ai dit, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'aident, des partenaires des laboratoires. C'est clair, il n'y a pas d'entrisme, il n'y a pas de publicité. Donc, j'ai appris un terme, ça s'appelle du love money. Love money, c'est quand on aime bien quelque chose et qu'on trouve on est amoureux d'une démarche. Donc, j'ai des gens qui sont amoureux de ma démarche, donc c'est bien. Et puis, j'ai aussi un accompagnement par la Chambre de commerce de La Rochelle qui est sensible au fait que c'est une initiative provinciale. Donc, tout ne se passe pas à Paris. Et en toute modestie, c'est aussi une initiative qui reste unique, même au niveau international, parce qu'on n'a pas l'équivalent ni en Europe, ni aux États-Unis. Voilà. Super. Merci beaucoup Thierry. Si vous avez des questions, je pense qu'on les posera après. Je vais demander à Aurélie d'enchaîner. Je vais passer ta présentation. Je crois que tu vas t'appuyer sur quelques slides qui vont démontrer tout ce que tu vas nous dire dans ce domaine-là. On revient donc aux animaux de compagnie. Aurélie, tu peux te présenter, tu travailles chez Allflex. Merci beaucoup Annick. Mais en tout cas, merci de nous donner cette opportunité de faire part de cet événement unique. Alors, je me présente, je m'appelle Aurélie Van Eggen, je suis en fait vétérinaire de formation, responsable en fait pour l'Europe de la division identification et monitoring pour la compagnie. Alors, la présentation... D'accord. Donc la société que je représente s'appelle Allflex. Donc le groupe Allflex aujourd'hui détient en fait différents segments d'activité. L'identification animale historiquement et très récemment le monitoring, qu'on appelle aujourd'hui, au-delà du monitoring, l'intelligence animale. Alors avant de vous donner justement quelques exemples concrets d'applications potentielles en animaux de compagnie, je souhaitais juste partager avec vous d'où l'on vient. Et notre expertise vient historiquement du monitoring, du marché du monitoring en animaux de production. Car effectivement, depuis quelques années déjà, nous proposons des solutions de monitoring santé, notamment dans l'élevage laitier. Et ces solutions sont éprouvées parce qu'elles sont fortes d'une expérience de plus de 20 ans dans les technologies de monitoring, où tout simplement, grâce à des colliers, mais aussi très récemment des boucles connectées, dont vous voyez un petit exemple qui est sur la gauche, nous proposons en fait un suivi continu de différents paramètres santé, dont la rumination, mais aussi d'autres états comportementaux. Alors on parle moins d'activité aujourd'hui, mais on parle d'état comportemental, à savoir le comportement de boisson,
si la vache boit, si elle mange, si elle se couche, si elle marche. Croiser en fait ces données permet justement après de déterminer, de mieux comprendre en fait le profil comportemental de l'animal dans son propre environnement, mais aussi avec l'acquisition, on va dire la collecte, la traduction et l'analyse de ces données, de pouvoir détecter tout changement anormal. Donc Raphaël a eu l'occasion déjà d'expliquer la démarche. Là, ça vous donne concrètement aujourd'hui le rendu qu'un éleveur ou un utilisateur ou même un vétérinaire peut avoir à travers les tableaux de bord que l'on propose, où tout simplement ces solutions-là de monitoring offrent des bénéfices très concrets pour les utilisateurs, à savoir par exemple la détection au stade précoce d'une éventuelle maladie. La courbe que vous voyez par exemple en violet dans ce graphique montre la courbe de rumination. Donc cette courbe en fait compile les données de rumination en continu sur 3 jours. Vous partez effectivement d'une technologie qui collecte chaque minute cette donnée-là. La compilation et encore une fois la traduction et l'analyse de ces données vous permet d'avoir ces courbes de tendance, le profil habituel de l'animal et bien entendu de pouvoir détecter tout changement anormal. C'est ce qui se passe par exemple sur la phase 1 de ce diagramme où l'éleveur peut voir effectivement une nette diminution de sa courbe de rumination qui en fait démontre quelque chose d'inhabituel qui se passe. Et effectivement, ce quelque chose d'inhabituel a été diagnostiqué comme étant une mamite. Alors pourquoi je vous parle de ça ? En fait, là, il y a maintenant 3 ans, notre groupe a décidé d'adapter cette nouvelle approche de monitoring santé en animaux de compagnie, mais avec quelques nuances. Alors, pourquoi j'utilise le terme nuance ? C'est qu'on sait que dans le domaine de l'élevage, on a une certaine forme, on peut dire, de standardisation du mode de vie de l'animal. Quand on parle d'un animal de compagnie, un chat ou un chien, son mode de vie est principalement conditionné par le mode de vie du propriétaire. Le chat d'appartement versus chat qui vit en maison, le chien un peu actif versus le chien de chasse. Et tous ces différents styles de vie nous a amené à repenser la manière dont on pourrait mettre en place justement cette démarche de monitoring santé. Et cette démarche-là se construit, elle a été développée et maintenant se met en place à travers un écosystème intelligent d'objets connectés dont le principal objectif est de pouvoir collecter différents paramètres santé. Le premier pour nous qui a suscité le plus d'intérêt, c'est la température, au même titre que la rumination chez la vache laitière. Pourquoi ? Parce que la température pour nous a été identifiée comme un indicateur majeur de bien-être animal. Combiné à la température, on souhaite aujourd'hui croiser ces collectes de données de température à travers différentes autres données, comme la prise de boisson, la prise de nourriture, l'état de sommeil, d'éveil, mais aussi l'accès à l'extérieur. Et toutes ces données-là, la collecte de l'ensemble de ces données-là peut être possible à travers des objets connectés d'usage courant, mais qui répondent à des problématiques et des enjeux de bien-être animal. C'est la raison pour laquelle la société Shure Pet Care a rapidement fait partie de la famille Allflex, car aujourd'hui, cette société est riche justement de solutions et d'une expérience maintenant de plus de 10 ans, capable de répondre justement à des besoins de bien-être animal. Alors très récemment, nous venons de lancer justement notre premier objet connecté, qui est une chatière connectée. Elle a de multiples avantages, autant pour les utilisateurs bien entendu, mais aussi pour les professionnels de santé, dans la mesure où maintenant, la connectivité justement de cet objet permet tout simplement de quantifier les entrées et les sorties de l'animal
et de quantifier le temps consacré à l'extérieur. Ce qui peut être un outil assez intéressant dans le cadre, par exemple, d'un suivi de régime, quand un animal souffre d'obésité ou d'embonpoint, et qu'on veut essayer de comprendre comment, par exemple, un régime peut avoir un impact sur quelconque amélioration de l'activité de l'animal et de sa sortie. Un des premiers aussi, on va dire, produits de notre portefeuille a été récemment le lancement d'une puce d'identification qui est dotée d'un capteur de température. Donc c'est cette puce-là où on a souhaité justement intégrer ce capteur pour monitorer et collecter en fait cette valeur de température. L'intérêt de ce système, en fait, de cette combinaison d'identification et de suivi santé, elle est multiple. Aujourd'hui, l'identification des chiens et des chats, elle est obligatoire. On va dire dans la plupart des pays. En Europe, de manière générale, il y a une volonté de rendre l'identification autant des chats que des chiens obligatoire. Ce qui rend en fait cet outil très simple, intelligent, c'est que une fois qu'elle est mise en place dans l'animal, grâce justement à ces objets connectés, la collecte multiple de cette valeur sur un même site est possible. Et ça vous donne en fait la porte, enfin cette puce donne la clé vers, on va dire, une démarche de monitoring toute nouvelle. Et pour vous montrer juste un exemple, on a récemment conduit aux États-Unis un essai clinique dans un refuge où on souhaitait justement mieux comprendre comment l'évolution de la température se comportait chez des chats maintenus dans un environnement contrôlé, croisé au comportement de boissons. Donc la démarche de l'étude était vraiment simple. On a installé en fait un lecteur de puces. Donc le petit arche noir que vous pouvez voir, c'est en fait tout simplement une antenne de lecture qui a posé au-dessus du distributeur d'eau des chats. Et donc durant 60 jours, les chats pouvaient aller à leur guise boire, et au même moment où ils allaient boire, la température était collectée. Et là, vous avez en fait deux profils très intéressants de chats, où plus quasi 2000 valeurs de température ont été prises sur 60 jours, ce qui fait une moyenne entre 35 et 37 valeurs de température par jour. Et compilé en fait sur un fuseau de 24 heures, on s'est rendu compte que le profil en fait de comportement de boisson était très différent d'un chat à un autre. Comme on voit sur l'histogramme en bleu, certains chats ont l'habitude de boire plutôt entre 4 et 8 heures, un peu moins la journée, puis reprennent une activité, puis vont reboire un peu plus tard dans la journée, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir en fait justement une ébauche de corrélation entre l'évolution de la température et la fréquence de boisson. Encore une fois, pour la corrélation, je serais ravie avec vous de discuter après en détail de ces résultats, mais on a aujourd'hui des écarts types sur ces valeurs-là qui sont extrêmement faibles. Dernier exemple, donc ça c'est le lancement très prochain d'un distributeur de nourriture connecté qui va arriver fin d'année. Vous avez en fait, on a une présentation justement dans la salle où on a la possibilité à travers une balance intégrée de mesurer et de quantifier chaque prise alimentaire. Donc à chaque fois que l'animal va prendre son alimentation, la nourriture sera pesée. Nous aurons accès, les propriétaires, aussi bien les vétérinaires, pourront avoir accès aussi à la fréquence d'alimentation et aussi de bien distinguer la quantité d'aliments humides prise versus quantité d'aliments sèches. Ce qui peut avoir effectivement bien nombre d'applications potentielles, notamment dans la gestion du surpoids.